c'est pour ça que l'échauffement ce matin, je propose de ne pas passer trop de temps dessus. Voilà, c'est plus masturbation intellectuelle, etc. Ce que je vous propose, c'est aller chercher ce qu'ont les manuscrits, et puis nylon et Pego, enfin le matériel habituel. Puis je propose qu'on démarre pas trop tard, comme ça on enchaîne et puis on perd pas de temps. Alors, tout de suite, quoi. Ouais, tout de suite, quoi. Il y a des chouquettes et des petites viennoiseries pour ceux qui veulent. J'ai le nouveau logo Paname, alors Adrien me l'a envoyé hier à l'arrache, donc j'ai juste pu l'imprimer sur 10 pages. Donc je vais vous le distribuer, et puis si ça vous botte, ce sera celui qu'on va adopter pour de bon. On mettra sur peut-être une éventuelle site internet, page Facebook, et puis j'ai fait même des t-shirts, qui sait. On est fan de t-shirts, j'ai l'impression. De métal. S'il n'y a pas de page de métal. Vous pouvez garder les papiers après, je récupère pas, je vous laisse. Ah oui, j'aime bien. Oui, on donne ça. Ah oui, j'ai plus raison par exemple de Paname H. Voilà, donc pour ceux qui étaient là à l'Isle-Adam, on va faire exactement le même modèle. Histoire de commencer, moi je vais vous proposer de lancer le débat, de vous proposer mon interprétation du coup tordu. Et l'idée après, c'est justement qu'à tour de rôle, on prenne la parole pour confronter nos différentes interprétations. Alors, le but du jeu n'est pas de porter des jugements de valeur sur ce que les gens font, mais bien d'essayer de dire moi je pense que cette version elle est bien parce que ça colle bien, gna gna gna, et pas dire ce que tu as fait c'est de la merde. Donc je pense que le coup Furion on l'a déjà vu en long, en large, en travers. Au travers on a pas mal étudié le coup, mais là c'était à l'Isle-Adam on avait vu le coup tordu raccourci, et mine de rien on y avait passé plus d'une demi-heure. Donc on s'est dit bah voilà, pourquoi pas prendre justement le troisième coup, le coup tordu, et je vous propose justement de dérouler les pièces un peu dans l'ordre et de voir ce qu'il en sort. Essayez de ne pas trop anticiper, c'est-à-dire que je pense qu'on va prendre les pièces dans l'ordre. Si vous dites ouais mais 3 pages plus loin il dit il y a ça, on va s'en mêler, donc on va essayer de prendre les choses dans l'ordre, étudier le contexte d'application, les positions, enfin tous les petits détails, là vraiment rentrer dans la position du petit doigt, comment elle doit être sur la lame si ça vous semble pertinent, pour essayer justement de faire avancer ce débat. Donc, voilà, histoire de vous proposer une première version à partir de la TLC, donc le coup tordu, les 4 glossateurs sont d'accord, c'est un coup qui doit bondir avec le pied sur l'extérieur et venir frapper les mains en croisant les mains, et donc venir frapper avec le vrai tranchant sur les mains. Ça peut se faire soit sur un coup de haut ou de bas, soit les glossateurs le précisent, c'est pour briser la garde du bœuf. Typiquement, fais-moi un coup de haut, comme encore. Là, on bondit sur l'extérieur et je viens avec le vrai tranchant frappé. Et de l'autre côté, exactement la même chose, au droit devant. Je ne suis pas rentré trop dans le détail, justement, pour permettre aux gens de rebondir et de me dire ce qu'ils en pensent. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent justement intervenir là-dessus, commencer à rentrer dans le détail? Un détail à ajouter. Ouais, mais c'est au contraire, là, tu vois, en plus ça va aller les détails aussi. Moi je suis d'accord avec Rémi là, c'est la même chose. Les petits trucs que je peux rajouter, c'est qu'on sait que c'est la pointe sur les mains. Donc en termes de distance, c'est vraiment lointain. Souvent les gens font ça, ici. On voit beaucoup de groupes comme ça. Moi je crois pas du tout, c'est à mon avis un truc très lointain. Et dans l'image du Bob Pascal, il y a les bras croisés, et vraiment, ça donne vraiment l'impression d'aller chercher autour de sa lame. Et deuxième élément, par contre, Joachim Meyer dit qu'on peut faire le chrome du vrai ou du faux tranchant, c'est égal. Donc ça marche très bien aussi. Ça marche très bien aussi comme ça. Donc voilà. Et dernier point, je suis très d'accord avec Rémi sur la hauteur des mains. Moi, devant la poitrine croisée, tout tordu, pour moi, ça vient du croisement des poignets. Parce que plus tard, chez Meyer, les coups de Winden, les rotations tendues, c'est dès qu'il est ici avec les bras croisés sur le côté. Ça me paraît tout à fait cohérent d'avoir un truc vrai, tranchant, pareil. C'est juste des petits points de détail sur le texte intérieur. Dans le tétraptyque, il insiste vraiment sur la fait que c'est le vrai tranchant quand on bondit avec le pied droit et avec le faux tranchant quand on bondit avec le pied gauche. Alors, en parlant de distance, justement, là c'est pas très explicite, mais il dit que ça peut servir à briser la garde du bœuf ou à contrer un coup qui vient de haut ou de bas. Et je pense que là, il y a le fait de bondir, surtout si on veut briser la garde du bœuf, a intérêt à vraiment bondir. Alors là, mais moi, ça peut être un peu haut, mais
Justement, pour penser ça, ouais. c'est on l'a vu la semaine dernière. Vas-y, viens. Si tu Et parfois, si tu vas avec le mètre en champ, si on continue de SPPH par exemple, ici je serais embêté pour toucher, tu vas voir que j'allais chercher, c'est dur. Alors que si tu vas avec le mètre en champ, c'est plus simple en fait. Là, je peux lever les mains, ici, le détour naturellement. et ça, c'est pas dans le livre, Non, c'est chez le payeur, je peux faire les deux. Le vrai, il faut le tranchant, ça marche. Alors justement, sur le fait de briser la garde, qu'est-ce que c'est briser les gardes exactement? Est-ce que toi, ce que tu vas chercher, c'est les mains, ou est-ce que tout ce qui t'importe, c'est que monsieur va réagir? Ouais, parce que je suis d'accord, mais je ne peux pas toucher les mains. Ça, je suis d'accord. Avec le vrai tranchant sur lequel tu ne peux pas toucher les mains. Sur un bœuf, tu ne peux pas. De box, je vais essayer de toucher les mains à la base. Oui, mais mécaniquement, tu ne peux pas. Si je vais frapper, je vais me retrouver après dans une position, là ici intermédiaire, je vais peut-être pouvoir faire une rotation. Je ne sais pas, pour un autre travailler. Ça dépend après du travail du sentiment. Juste pour préciser là-dessus, c'est que c'est un des rares cas sur une position de garde où il dit d'habitude on est toujours en garde opposée. Donc, si tu fais à l'épaule droite, il a ton épaule droite. Et là, c'est un des rares cas, tu regardes dans le texte, je vois bien sûr, mais tu pars dans la même garde que lui. C'est-à-dire que là, au lieu de partir de là, briser, je vais devoir partir de là, passer à son extérieur. C'est ça qui est difficile à briser parce que du coup, vu qu'on est toujours dans un jeu de symétrie, donc à un moment, il faut que je brise la symétrie pour réussir à passer ma pièce. Et on a fait un exercice avec Kiss là, il y a une semaine où justement le but c'était, si on bougeait comme ça, tac tac tac, dès qu'il faisait un buff, il fallait envoyer le buff, c'est super dur parce qu'en fait, il est là, il faut que je le latéralise, donc autant dire que là il a eu le temps de bouger 3 fois, et il faut que j'envoie, c'est vraiment difficile. Il introduit la garde de la barrière justement sur cette première technique, mais il l'introduit comme une invitation. C'est pas pour briser la garde, c'est justement en te mettant dans la garde de la barrière, tu fais en sorte d'attaquer. Il n'en parle pas justement. La garde, uniquement, tu vas mettre ta jambe gauche devant, changer de garde et partir sur l'extérieur. C'est pas vraiment pratique de vérifier. Il me semblait que la garde de la barrière, c'est pour inviter quelqu'un à justement venir t'attaquer. Ouais. Et pas dans le type 2, j'ai l'épée sur l'épaule et je viens briser la garde du bœuf. Quand tu brises la garde du bœuf, moi j'ai tendance à regarder les mains. Là, toi, tu restes un peu comme ça. Non, c'est une vraie question. Hein. Vous entendez tous ou pas, au fait? Ouais, c'est ça. On passe quand même bien dessus. Par contre, tu es obligé de lever les mains. Regarde. Quand tu dois rompre la garde du bœuf, si tu te mets pendant l'approche, tu te mets avec ton épée, avec la garde sur le côté gauche, ton côté gauche devant ta tête. Il dit, alors donc quand tu viens en garde à gauche, tu peux tout y mettre. Il dit alors jette ton épée à ton épaule droite, bien en garde opposée à toi. Ah oui, et jette ton épée à ton épaule droite. Fais comme si tu pouvais lui lier l'épée avec le tordu, mais pas court, donc c'est bien. Ah ça c'est après. Oui, c'est l'idée que quand on va briser le bœuf, je pars pas d'ici pour briser le bœuf. Je suis obligé de changer la garde et engager. C'est en fait ce que je voulais dire. Il y a je voulais l'avoir des manches. Je pense qu'il est par rapport. En fait, c'est la table d'opportunité parce que globalement, les adversaires, quand ils s'affrontent, ils sont des gardes opposés. Et c'est vrai que tu vas avoir quelqu'un qui va vouloir se mettre ici en bœuf pour se protéger, en fait, pour rentrer en longue pointe par exemple. C'est le moment où tu déclenches, c'est-à-dire que tu es dans la phase d'approche, et puis au moment où j'arrive, là je me dis, si tu ne pas forcément venir par haut à droite, donc je vais venir protéger, je vais fermer cette ouverture-là. Et en même temps, ce que je vais faire, c'est peut-être, pourquoi pas, une sorte de swear, tu vois, pour rentrer. J'ai un point tag, je suis bien placé pour frapper, c'est la frappe idéale de Schwarzschild. Et pour finir mon Schwarzschild, il y a des chances que je termine sur une sorte de qui va ressembler à, enfin, une sorte de posture qui va ressembler à un Hobbs. Et lui, pour lui, c'est un signal. C'est-à-dire que si je viens là, je me positionne, bing, il frappe. Si jamais je pars sur un counter-out, bing, il frappe. Peut-être même un square, si sort de l'axe, bing, il frappe. Donc c'est vraiment une réaction dès que les mains passent là. Pas juste comme ça qui s'arrête ici, vraiment celui qui est fait pour passer à l'autre épaule.
celui-là. Si tu sors pas assez, bah, tu vas te retrouver avec une double touche. Donc le petit bond, la distance et le fait de frapper vraiment avec la pointe permet de sortir de la distance et de frapper la main. Alors là je suis sorti plutôt de manière latérale, mais je pourrais sortir par là. Et ici vraiment le fait de faire un pas, presque un pas sauté en fait, je suis en dehors de cette distance. Si je viens juste faire le pas traditionnel, c'est-à-dire le double pas ici, je vais me prendre la fin de son coup. Voilà, c'est juste on a travaillé ça avec les 3 groupes. C'est vraiment, voilà, prendre la distance et puis d'allonger ses bras et frapper vraiment avec la pointe. Someone else? Alors, il y a eu plein de débats, non? Après tout, on est peut-être tous d'accord. Hein. Si on est tous Je crois pas qu'elle d'accord. soit très polémique celle-ci. Attends, elle est pas trop compliquée. Bah, on voit la suite. Vas-y. Ok, bah, quelqu'un veut entamer la pièce suivante? Ouais, c'est quoi déjà? C'est quoi déjà? Allez. C'est le compte sur la lame? Ouais, c'est sur la lame. Et nous Ah là par parler contre, des il y aura différences. des divergences de Là, il y a couleurs. des... Quelqu'un? Bah, moi j'attaque, comme ça Allez, Gaëtan. on va lancer le débat direct. Donc là, on passe à la pièce suivante. Ouais, alors pour moi la pièce suivante elle est vraiment différente de la... Enfin, pour moi c'est 2 coups tordus mais c'est pas du tout la même logique d'application. C'est-à-dire que dans le premier cas c'est quand tu m'attaques à la tête s'il te plaît. Alors c'est vraiment je prends, je recule et j'essaie de shooter les mains le plus loin possible à grande distance. Et l'autre, bon pour être franc je la vois comme ça, vraiment quelque chose de très agressif au contraire, on va plutôt bien rentrer dessus. Alors moi je tiens plutôt mes références de sources plus tardives dans le Falkner, chez Joachim Meyer aussi. Et en fait, c'est aussi au Messer de Kushner. Et ils ont vraiment les mains très très hautes. C'est-à-dire qu'autant là, l'image qu'on a dans le Paulus Cal, il a vraiment les mains à hauteur de poitrine. Autant là, ce qu'on a systématiquement, c'est des trucs très... C'est vraiment les mains à cette hauteur-là, quoi. Et ça change vraiment de ce qu'on fait habituellement. Et donc de l'autre côté, ça donne à peu près le même travail. Et c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'en fait, la torsion des poignets, c'est pas ça, je pense. C'est vraiment je viens au-dessus et j'ai le croisement des poignets au-dessus qui envoie, qui casse et il dit frapper le plat sur le fort des mètres. Je pense vraiment que c'est cette logique-là qui s'applique. Et donc si on le fait tout doucement, tu peux me faire gauche, droite, les épaules. En dehors à gauche, en dehors à droite. Et ça va vite donner de l'autre côté. C'est vraiment un truc que je vois vraiment comme ça, genre je jette le truc, je l'écarte de moi, comme une tape assez violente. Et donc, tu frappes avec le tranchant, pas avec le plat. Ah oui, parce que moi je pense qu'il faut frapper sur le plat des mètres. Avec sur Le plat des mètres, mais pas avec le plat. non, c'est ce que Kiss il le fait avec le plat, mais j'y crois pas trop. Je pense vraiment qu'il faut shooter. le plat non plus. Et sur son plat à lui, par contre, est-ce que là, quand Yves m'attaque, bouge pas, là pour le déstabiliser, c'est là qu'il faut frapper. C'est genre juste ici. Et en fait, là ça va vraiment tomber net. Tu sais, vers le sol, ça va éviter le petit ramassage de mollet à la volée. Tu vas vraiment sur le fort. Et Hans Medel, il dit qu'il faut rentrer sur lui. C'est-à-dire qu'en plus, lui, il donne une indication d'espace, c'est-à-dire que c'est vraiment... J'étais à l'encontre de lui, en fait. Mais là, J'ai par pas fait- rapport à l'estoc, parce que derrière, il parle d'un estoc. Alors, il y a les deux. Pas dans le tétratype, ouais, mais peut-être pas Dans les deux, il donne... il y a la version avec la pointe, Parce que là, vous êtes vachement fin, en fait. et il y a la version avec le tranchant. Et les deux fonctionnent bien selon est-ce qu'il est très proche de moi ou plus éloigné, et selon est-ce qu'il est toujours à mon fer. Alors que s'il y a un scolé, je vais rester collé. Là, je vais avoir intérêt à revenir avec la pointe. Mais les deux sorties sont données de mémoire dans le tétraptyque, il donne les deux sorties, autour pointe. Ouais. Ouais. Et, Non, mais là, c'est autour- parce que la distance, elle est toute petite, quoi. Hein Pour placer les stocks. Elle est toute petite. Mais je pense que ça marche bien s'il reste collé. Genre là c'est bon. Là. Il faut que je trouve une pointe pour lui placer le truc. Et effectivement, c'est plus difficile. Mais en fait, toutes les images que j'ai du Krump, parce qu'il n'y en a pas énormément en fait finalement, ils sont vraiment ici. Je me suis vraiment interrogé. Et dans le Falkner, c'est horrible. Ils sont vraiment, vraiment l'image elle est là. Elle est là. Elle est super élevée. Alors après, on pourrait dire oui, mais parce qu'au niveau de la représentation de l'image, ils n'étaient pas capables de le faire ici. Non, enfin, j'ai quand même la sensation que c'est... Et au Messer, ils sont pareil. Vraiment la fusée qui pointe vers le ciel, le plat des mètres, le fort, ça nous donne une distance, mécaniquement, on est vite ici, quoi. Et là, ça peut peut-être marcher, mais moi, j'y crois moins. Je sais pas. Effectivement, le problème de la pointe est plus difficile. On a plus volontiers l'envie de faire ce genre de déplacement, là, de mouvement.
Mais peut-être que si le fer demeure, c'est là qu'on va vouloir insérer, rester au fer et pas détacher immédiatement. Enfin, je sais pas. Maintenant, c'est vraiment comme ça qu'on le voit. Est-ce que vous... Là, je pense que c'est un peu novateur par rapport à ce qui se fait sur la toile. Donc peut-être que vous avez des accords différents. Moi, c'est sur le fait de frapper le plat de l'adversaire sur un over-out, parce que le coup, il arrive de manière oblique. Tu peux le refaire, s'il te plaît, pour voir si, doucement. J'ai l'impression que tu fais un peu tranchant, en fait, c'est trop tranchant. Enfin, je sais pas, j'ai cet angle-là, en fait, j'ai vraiment ici. Ouais. En même temps, le plat des mètres, tu voudrais dire qu'il faudrait... On peut pas. Là, il faudrait que j'ai les mains là, en fait, pour être vraiment sur son plat. Tu pourrais pas. Ouais, c'est vrai. Enfin, ouais, effectivement. Tu restes quand même sur deux obliques, même si tu es plus dans une volonté d'aller sur le plat, tu restes quand même à frapper sur son. Ouais, tu chopes tranchant. Ça, en fait, tu chopes effectivement cette. Enfin, je tape là-dessus, effectivement, avec l'idée de vriller ça. Et toi, le fait de ne pas faire ton kung pao avec ton plat, tu justifies, tu l'expliques ou tu contredis comment? Bah, en fait, je sais pas, déjà dans le texte, moi, il me semble que c'est sur le plat des maîtres, c'est pas avec ton plat. Et ensuite, il parle pas du plat de Talan. Ouais, le texte, il me semble pas. Et puis, frapper avec un plat, c'est. En fait, t'as pas beaucoup de force et ça fait beaucoup de diffusion, en fait, ça fait beaucoup de bruit. Ça fait paf. Et du coup, ça fait un truc très sourd. Alors que là, j'ai l'impression de choquer, j'ai l'impression de réussir vraiment à dégager la lame loin de moi, en fait. Éviter que ça passe plus de force. Et puis mécaniquement, tu as moins de force avec une lame. En plus, ça doit pas s'expliquer. Alors là, on a un ingénieur derrière qui donne une explication. Non, j'ai une explication, mais j'ai pas suivi, là, je regardais. Et en fait, il pose la question. Il a pris une BD en fait. C'est la tranquille. Mais Non, mais c'est une vous avez d'autres idées, j'aurais bien regardé pour comparer justement parce que je peux lancer ça comme ça. Suivant le type de talon, de toute façon, elle est plus ou moins flexible. Et si tu prends avec le plat, de toute façon, tu as une absorption par la flexibilité de la lame. Alors que si tu vas au tranchant, dans ce sens, tu n'as qu'à prendre des nylons, dans ce sens-là, elles sont flexibles. Donc là, elles sont flexibles. Oui, c'est ça, T'as parce que beaucoup toi, plus tu vas faire d'impact. droit, tu risques de t'écraser dessus, alors que là, avec le tranchant, t'es sûr Bah, tu risques même d'avoir un rebond. Moi, j'avais pas accès, moi j'ai pas les sources plus tardives. Moi, je suis vraiment resté sur le tétraptyque où il est assez évasif justement. Il parle bien de frapper le plat, etc. Mais il parle pas de la distance, il parle pas de ça, il parle pas de la position des mains, il parle pas de tout ça et on n'a pas d'image pour. Donc c'est vrai que moi, il y a un truc dont je suis à peu près sûr, c'est que on a tous fait, tu sais, l'épée, ici elle a un nœud de vibration et ici elle a une crête, donc c'est clair qu'il faut frapper avec le nœud de ton épée sur à peu près cette zone-là où ça va en effet la chasser le plus. Et donc moi je voyais pas quelque chose ici, je voyais vraiment, tu vois, rester très à distance et venir avec justement le fameux nœud de vibration sur son... Donc tu restes sur ta position... Et moi je resterai en effet le pendant d'eux, c'est-à-dire je suis même encore plus loin que ici, là je peux même me permettre, tu vois, d'être carrément là et d'éviter, parce que je suis d'accord avec toi, en faisant ça, s'il tape fort, je vais jamais réussir en le prenant ici, oui je vais vraiment lui casser dans son élan, c'est ce que tu faisais avec lui, mais là son épée, oui. En restant un peu loin, s'il frappe fort, même si je viens lui titiller ici, ça va un peu le déstabiliser, mais je suis d'accord qu'il ne va pas perdre son arme comme ça sous le coup de génie que je lui ai mis. Tu vois. Pour faire ça, il faut en effet être plus proche, lever les mains et bien... Donc moi, je voyais vraiment un truc, je reste juste là, j'ai juste besoin de lui mettre cette petite impulsion. Ouais. Je suis encore plus loin, enfin, les mains sont là, je suis même ici, je cherche même pas... Moi, je ne cherche pas à rentrer. D'accord. Et là, soit ça saute bien, et là en effet je peux venir, soit il reste, et moi je rentre à ce moment-là. Ouais, on est d'accord sur le côté, si ça reste, si tu fais une stock, si ça rebondit, tu le dégages de la tête. Et ça il le précise, il dit vraiment, il précise pas dans quel contexte tu fais, mais il dit à partir de là, fais une rotation. Donc il dit juste tourne sur ton côté gauche et stock. Et il dit si tu veux pas stocker et que tu vois une ouverture, tu peux aussi aller avec la tête au faux tranchant. Donc il y a clairement les deux cas où un tu détaches pour venir à la tête et le 2 bah, tu vas rester au truc. Et je suis d'accord que tu vas détacher que s'il est là. Si ton petit machin n'a pas marché et qu'il reste au fer, et hop, à ce moment-là tu vas enchaîner. Mais contrairement aux ouvrages tardifs, moi je voyais vraiment l'idée c'est tu restes là. Et si ça passe, ça passe. Ouais. Tu vois, toi t'es proche, ouais. Mais du coup comme tu as bien cassé, ça risquera par le milieu de jambe. Comme d'habitude. Je pense que c'est la différence fondamentale. Mais je voudrais juste ajouter deux éléments du coup pour apporter de l'eau au moulin. Dans Taloffer, en 1467, il parle du coup tordu, puis il dit, et en fait la légende c'est ici le coup tordu a réussi. Et en gros, je crois de mémoire, il lui met un estoc dans la gueule et le méchant en fait il est là. Et je crois même qu'il est là. Et donc ça veut dire qu'il a dû prendre un truc,
il a dû prendre une volée de bois vert pour que ça lui arrache vraiment des mains. Et donc c'est pour ça que moi j'y crois vraiment à un truc massif qui fasse quasiment perdre l'épée des mains. Et le deuxième élément que je voulais soulever, c'est, ah oui, en fait c'est bizarre ce qu'il parle du Crump depuis la guerre de la barrière, tout ça. Puis moi au début je me suis dit, c'est une donnée pédagogique, te dire que ça marche bien quand tu fais comme ça. J'essaie de trouver une explication à ça. Et moi j'ai quand même une impression bizarre, c'est que, tu peux venir vite fait. Bon, en fait, pour expliquer dans quel contexte ça sort, parce que le contexte aide beaucoup à comprendre la pièce. Et moi, nous, quand on le pratique, on se rend compte que c'est souvent ça. Genre, il m'a frappé, j'ai fait ça. Je viens de l'autre côté, là, tu vois, là, je suis en galère ici, et c'est de là que ça va souvent passer le Crump, chez nous en tout cas. C'est-à-dire que, ouais, ou même si non, mais je vais partir de celle où j'ai là, où je suis en garde basse. C'est-à-dire que vraiment, si c'est écarté, là, le truc arrive, et là, tout de suite, tu vois, il faut repasser par-dessus. Et ça ressemble beaucoup à cette logique de, tu peux faire un petit overhaul ici, de l'autre côté, là, mais puis de l'autre côté. Tu vois ce contre qui existe là, tu sais? Tu vois ce contre, pour moi c'est la même nature, c'est-à-dire genre vraiment, et là, bam, oups, je viens de l'autre côté, et là tu vois, t'as des trucs qui dégagent bien, mais du coup ça a vraiment une impression de boum, tu vois, un peu, il y a un timing un peu bizarre à choper, j'ai l'impression. Donc et la pièce de Taloffer, et pour se retrouver là, il faut vraiment que tu lui envoies un truc que ça lui brise dans son élan, tu vois, je pense. Alors moi je me posais la question, ce qu'il dit, justement pour briser un mètre. Il parle de, là il introduit le mot mètre. Alors est-ce que ça veut dire que contrairement au premier c'est le mec qui va t'attaquer ici et il va pas faire trop de sentiments, trop de finesse. Le mètre il va peut-être t'attaquer, mais tu vois, il va être plus. Est-ce que c'est justement le fait qu'un mètre il va peut-être moins bourriner, il va peut-être plus être dans la finesse. Donc toi le mètre, si tu t'amuses à aller lui choper l'épée contre quelqu'un qui fait machin, va me choper les mains, le mètre là tu vas et il va te faire mouiller. Donc là, est-ce que parce que c'est un mètre, t'as pas intérêt à juste lui donner cette petite impulsion pour dégager l'épée? Nous on travaillait de manière différente entre le coup de paysan et le coup de maître, parce qu'effectivement c'était pas vraiment décrit. Alors on imaginait que le coup de maître c'est celui qui avait été initié à l'art, et à partir du moment où il a été initié à l'art, si tu prends le Dobringer, les frappes doivent être faites avec un pas sur le côté principalement. Et donc on imaginait, on travaillait, fais ton compas. Donc le coup de paysan, je le frappais là. Et le coup de maître, on travaillait les coups de maître, on imaginait qu'en face, il y avait un mec qui allait sortir de la ligne pour frapper. Ah oui, donc dès qu'il sort, t'es plus à distance des mains. On travaillait comme ça. Ah oui, donc là, je suis plus à distance des mains. Par contre, j'ai l'empreinte de distance là. Voilà. Donc on travaillait le coup de maître ici. Et donc du coup, après là, c'est un peu différent. Et il va se passer des choses. Voilà. Nous, le maître, en fait, on fait sortir et prendre sa distance sur sa frappe initiale. Et le paysan, on fait aller... endroit. Tu travailles vraiment différemment ton combat pour le coup, parce que tu as une distance complètement différente. J'aime bien en fait un fait parce que tu dépasses la pointe de l'adversaire. Parce qu'effectivement, quand tu le fais, la pointe, même si tu te la dégages, mais elle reste quand même quelque part devant ton corps. Et c'est un danger supplémentaire. Déjà, tu as la tranchante, tu as aussi la pointe. Donc effectivement, toi tu passes la pointe. Donc même s'il ramène l'épée, il ne risque pas de faire grand chose entre guillemets. Donc tu passes. Pour moi, c'est une sécurité. Tu rentres à l'intérieur. Pour moi, c'est pas mal ça. Et pour parler de maître, souvent on peut dire du bringer. On peut même battre un maître de l'escrime ordinaire. Donc ça dépend quel maître tu as en face de toi. C'est comme le bois, on ne sait pas tellement ce que c'est finalement. Franchement, c'est pas si évident de savoir qu'est-ce qui singularise d'un autre. Un paysan, un boss parfois. De toute façon, un coup tordu contre quelqu'un qui fait ça, t'as intérêt en effet à faire le cliché sur le cadavre. Si le mec il reculer, ça passera jamais, on est d'accord. C'est pas la bonne opportunité non plus. C'est pas la bonne opportunité parce que. Tu le laisses aller embrasser là-bas et puis. Par contre, le tétraptyque ne précise pas ce contexte de il y a déjà eu des frappes, c'est pas dit. Donc est-ce que. Voilà. Alors ça c'est aussi un truc que. Tiens, c'est l'occasion de rebondir là-dessus. En fait, nous, pendant longtemps, moi j'utilisais les sources, et puis c'est vrai que ça donne une impression que d'ailleurs Yann défend beaucoup, c'est une impression de, on part de zéro, on est dans un champ, il y a du silence, tout ça. Une action, bam, à mort. Moi j'ai l'impression que c'est pas ça du tout, j'ai l'impression que, moi mon idée c'est que j'ai l'impression qu'il a voulu décrire des pièces de façon abstraite. Il a dit, bon, un Durchwechsel, bon c'est ça un Durchwechsel. Et ça tombe un peu comme ça, paf, tu le places, il vient ton épée, tu fais ça, tac. Sauf que moi je pense que ça se place toujours en contexte, c'est-à-dire qu'on se fight, tac, 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 et à un moment il va sur mon épée, boum, à la volée, je lui place le truc. Et comme en lutte finalement. La technique de lutte, c'est bien joli, mais sans contexte, il n'y en a pas une qui fonctionne. Donc, il faut toutes les amener. Il y a le travail de sabre,
hop, bam, on peut passer la pièce. Et donc le comp, j'ai un peu la même idée, effectivement, de façon académique, c'est je suis là, on regarde de la barrière et il m'attaque en haut et puis je fais ça. Sauf que ça n'arrive jamais. Donc c'est toujours, on fight, boum, il m'a frappé un côté de l'autre, tac, boum, il fait le truc. Et donc les coups de maître, j'essaie de les replacer dans un contexte de, pas forcément de Zugfechten, mais même de Arbeit. On est là, tac, ça dépasse de l'autre côté, boum, boum, tu vois. Et ça, c'est vrai que c'est une interprétation du bouquin que je me permets. Je me dis, les pièces, je pense qu'ils ont fait une description abstraite et les remettre en concret derrière, dans un enchaînement, dans un flow continu. Par contre, je pense quand même que le premier coup tordu, c'est vraiment un coup d'approche quand t'es parti. Le tout premier, là où soit tu vas briser la garde du bœuf, soit tu vas nuire Romain, je pense que celui-là, il y a quand même, on était dans un champ, on s'est rapproché et à un moment l'action est partie. Le deuxième, c'est pas dit, donc à partir du moment où c'est peut-être là justement cette histoire de maître, effectivement, c'est ce que tu disais, c'est que finalement les deux pratiquent l'art et se retrouvent dans le travail. Et c'est peut-être ça l'idée, effectivement, c'est qu'il s'est passé des choses avant et il y a eu des échanges de techniques. Comme Lutz le dit, l'escrime dite normale, il n'y a pas que des coups de maître dans un combat. Non, c'est sûr. Tu as des Oberhau, des Unterhau, des Mittelhau qui partent peut-être de manière assez nombreuse, évidemment. Il y a cette opportunité et dans le travail. Et les deux sont engagés. Ceux qui trappent à un moment, c'est quand le fameux. Il voit ça dans sa tête, c'est bon, le prochain il passe. Donc du coup, il te met un truc super engagé, il y croit vraiment à fond. Et là, tu as une opportunité de passer un coup de maître en fait. Parce que il n'est pas en mode tâton dans l'entrée, genre mi-chaud, mi-froid. Là, tu as vraiment des trucs plus. Je pense qu'elle est là la notion de maître, pas maître. C'est le mec qui arrive à savoir que la prochaine, il va pouvoir faire ça. C'est un mec qui est en face, qui a plein des trucs sans savoir. Comme moi, c'est pas un maître. Bon, une mauvaise esquive. Bon, c'est bien. Peut-être pour apporter un peu, on a été faire des stages sur le Suisse là en décembre, à Didier. Et le Suisse, c'est beaucoup de détachement. C'est censé être non michtonorien. C'est un petit aperçu, peut-être un autre truc qui se faisait peut-être à l'époque. Il y a beaucoup de peut-être. Et donc, le fait de le placer dans des enchaînements de frappes, je veux dire, on trouve des manuscrits où les enchaînements de frappes, il dit bien, tu frappes en haut à droite, si jamais il bouge, tu vas aller frapper là où ça la met pas. C'est vrai que nous, on est dans un travers un petit peu sur le description d'avoir beaucoup de temps d'arrêt, paf. Et ça, j'y crois pas du tout. Et quand tu lis Meyer, justement, je vous conseille de lire. Pour lui, c'est jusqu'à ce que ça touche, t'envoies du bois. Dès que c'est bloqué, tu décolles de l'autre côté. Et du coup, quand tu te bats contre des gars comme ça, tu as vraiment les opportunités de pièces qui sortent. Et c'est-à-dire que ça implique que le méchant, il ait une attitude vraiment d'enchaînement de frappe. Alors que souvent, nous, on fait des coups, paf, ça a merdé, merde. Et je repars en arrière, j'attends une prochaine occasion. Alors que quand tu regardes ce que te propose, quel type d'ennemi tu affrontes, ça va être vraiment des gars qui ils prennent l'avant et ne lâchent plus jusqu'à se toucher. Donc tu as vraiment l'obligation d'agir dans le même temps pour lui passer un truc, sinon c'est mort. Si tu prends le parti d'aller toucher, il va forcément t'en coller une fois. Tu es obligé de passer par un contrôle avant de... Ce qui est un peu ambigu aussi, avec est-ce que c'est une action initiatique ou est-ce que il y a eu des coups avant, c'est que généralement dans le tétraptyque, il fait une action puis après il parle d'un contre ou d'une autre action que tu peux faire dessus et il construit à la fin un enchaînement. Là, c'est pas évident que ce soit une suite au premier, ou tu vois, c'est pour ça. C'est vrai. Mais ce qui est bizarre, c'est que par exemple, on n'a pas de description tellement d'assaut finalement. Non. En fait, je vais te donner un exemple dans le tétraptyque. Pour moi, c'est des fais ça, et s'il fait ça, fais ça. Donc, ça donne vraiment l'impression de l'escrime du je tâtonne, et à chaque fois, j'ai un choix. Alors que chez Meyer, il écrit fais ça, et ça, et ça, et ça. Et ça, je pense qu'on a perdu de vue. On n'a pas l'habitude d'enchaîner comme un boxeur, comme des gens qui sont capables de faire des combos comme ça, des frappes, parce qu'ils ont le flow de la frappe. Je pense que nous, on l'a perdu. Et je pense que même s'il y a une description comme ça, un petit peu dictionnaire, pièce A, pièce B, pièce C, je pense quand même qu'il ne faut jamais oublier qu'ils disent, Dobringer dit bien, frappe, que tu touches ou que tu manques, enchaîne. Et ça, on l'a vraiment perdu. On frappe et on s'arrête quoi qu'il arrive. Je pense que du coup, ça, quand tu remets les choses en flot, tu vois, je pense que ça ouvre de nouveaux contextes pour les pièces en fait. Comme chez les Asiatiques, enfin, les Japonais en particulier, les katas en fait, qui passent des heures et des heures à réaliser des katas qui sont des enchaînements de coups. Et ça devient tellement automatique qu'effectivement en combat, si tu tombes dans un moment où tu retrouves, effectivement, tu enchaînes dans le kata, tu enchaînes tes 4 ou 5 coups suivants, comme dans le kata, parce que de toute façon le kata a été écrit comme ça et que. Ouais, mais le kata il est écrit comme ça, mais le mec en face il a une attitude qui va pas forcément correspondre à ce que le kata décrit. Donc du coup, si tu rentres dans une forme du type, si je fais ce coup-là, après je lève là, après j'avance comme ça, après je relève, je tiens là. Putain merde, c'est con, il devait partir là, il est parti là. Ça marche plus, c'est dommage, je continue tout seul.
Je te dis pas que ça marche à tous les coups, mais pour l'avoir vu dans les arts martiaux japonais, tu as certains katas qui sont quand même très très bien faits. Dans 90% des cas, quand tu commences à enchaîner les 2 premiers coups, le 3e et le 4e, ils s'enchaînent bien. Après, ça se fait pas non plus sur 10 coups, quoi. Puis si tu n'as pas réussi à prendre l'avantage sur 10 coups, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a certaines configurations où voilà, tu as facilement 3 ou 4 coups qui vont s'enchaîner. Puis il y a attaquer aussi, parce qu'on imagine toujours, je me défends avec des trucs. Évidemment, se défendre avec 3 coups prévus à l'avance, c'est sûr que tu vas mourir, parce que le deuxième, ça va pas être bon. Mais par contre, attaquer avec des habitudes, des espèces de drill en tête, c'est-à-dire la capacité d'enchaîner les frappes dans une attaque avec quelqu'un qui se défend, c'est quand même qui arrive très souvent dans les assauts. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui se travaille par les katas. C'est vraiment attraper une fluidité, être capable de passer d'un à l'autre sans intermoyer, sans perdre du temps à un endroit et passer directement switcher à l'autre. C'est quelque chose qu'à mon avis on n'a pas, et qu'eux avaient de façon évidente. Parce que clairement, Doringer, c'est ce qu'il dit, plus frappe, plus touche, plus tu enchaînes. Il y a un moment où tu ne réfléchis pas. Enfin, moi, c'est mon gros problème dans mon escrime, c'est que j'arrive pas à réfléchir assez vite. Donc je ne sais pas quoi envoyer quand l'autre réagit de telle ou telle façon. Le fait de faire du kata et de l'automatisme, tu n'as pas à réfléchir, c'est-à-dire que tu les enchaînes et puis ça vient naturellement. Après, est-ce que c'est une bonne technique? Je ne dis pas. J'ai discuté avec un mec sur la toile à ce sujet-là, parce que moi je parlais de bons réflexes, et il me dit non, un réflexe c'est quelque chose d'inconscient. Et il me dit le terme, parce qu'il passe son brevet d'état et des STAPS, de mémoire, ou maître d'armes d'escrime. Et il me disait en fait ce qu'on apprend dans notre formation, c'est que ce ne sont pas des bons réflexes, ce sont des bons automatismes. Et automatisme, le problème de ce mot, c'est qu'on a l'impression qu'il y a l'automate, tu vois, donc... ouais, mais alors en fait, non, le bon automatisme, c'est effectivement des gestes, des exercices que tu as répétés, qui fait que tu inscris une mémoire dans ton corps et que par rapport à un événement, et je crois que le full-on, le sentiment, c'est pas quelque chose qui se réfléchit, tu peux pas, on n'a pas le temps. On l'a tous essayé, le côté de est-ce qu'il est fort, est-ce qu'il est fait trop tard. C'est qu'en fait, par rapport à ce travail que tu fais, mais moi je pense en tout cas qu'un binôme, tu ne le fais pas tout seul, de sensations offertes, t'assailles, mais sans rentrer trop aussi, parce que parfois, les gens qui assaillent, tu as l'impression qu'ils te rentrent dedans. Il faut l'assaillir, donc il faut rentrer, il faut avancer. Non, en gardant les bonnes distances et de travailler effectivement les frappes aux ouvertures, ça permet de développer des mouvements qui paraissent après naturels. Ça me paraît intéressant. À quel moment est-ce que le meilleur il dit qu'il faut que tu prennes une décision? Parce que clairement dans le tétraptyque, à chaque contact de lame, à chaque action, tu as une décision à prendre en fonction justement s'il est fort, s'il est faible, s'il est machin. Et même s'il y a un reiki, tu es censé le faire en un claquement de doigts et en effet tu es censé enchaîner. Alors bon, on a peut-être ce défaut de vouloir. Il est faible. Tu vois, est-ce que le meilleur en fait, prends pas de décision, tu as décidé de faire ton truc et tu vas jusqu'au bout quoi qu'il arrive. Non, c'est pas ça. Lichtenauer me demande une décision à chaque coup, tu as une décision à prendre. En fait, c'est juste qu'ils remettent les choses dans leur contexte. C'est-à-dire que moi je pense que Lichtenauer il met vraiment l'emphase sur le jeu offert en disant le sentiment, le truc. Mais en fait, pour moi, c'est le sommet de l'iceberg. Ça n'empêche pas qu'en dessous de ça, t'as des mecs qui t'assaillent en faisant que détacher, pam, et là tu dois juste survivre, et si tu peux t'essayer d'insérer une pointe, t'as raté, tant pis la prochaine. Et le jeu offert, il est vraiment de façon très épisodique, quasiment pas que ça émerge comme ça. Au moment où il chope le fer, il chope la pointe, il pousse la pointe, le mec se défend, boum, il fait doublement la volée. Et ça fait, c'est 2% de ce qui s'est passé dans la masse d'action. Et en fait, il le remet à sa juste, moi je trouve qu'il le remet à sa juste place, c'est vraiment important, mais c'est pas... Ça doit se passer dans un flou, ça doit pas être du tâtonnage permanent, genre j'essaie de bloquer son épée tâtonnée, c'est boum, il y a mi-œil, mi-tâton, tu vois, genre qui vont se mélanger. Et surtout ce qu'il dit, c'est que j'ai l'impression que c'est ce que nous on ne fait pas bien, c'est qu'il frappe, et rarement on a une pointe de l'adversaire qui nous menace. Souvent le mec il est là, il impose alouette, et là il n'y a même pas besoin de le sentir, genre c'est bam, tu vois, on perd trop de temps à faire bam, il est dur, alors que lui il a vraiment une fenêtre de tir des stocks qui va être assez restreinte, et dès que c'est en dehors de ça, je sais ce que ça touche. Et franchement, ça marche très bien. L'assaut comme ça, un peu. Et donc, moi je trouve que c'est bien, c'est que ça met le fer, le jeu offert, ça le replace dans un. Ça le rend utile. Parce que alors, quand tu prends que les techniques, tu as l'impression que c'est que du jeu offert, on passe notre temps à finalement tâtonner, à prendre des décisions, beaucoup pas. Alors que c'est faux, en fait, quand tu joues de Boeing, c'est parce qu'il fait un HS27A. Il dit bien frappe et puis enchaîne tout de suite, quoi, dans un flow sans intermoyer, donc il le dit déjà. Sauf que c'est pas explicite parce que c'est parmi dans des assauts, c'est parmi dans des drills, c'est parmi dans des. C'est l'impression que j'ai. Ok, donc pour revenir au coup tordu, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une autre interprétation sur ce coup tordu justement, sur contre un mètre sur l'épée ou pas, qui veut rajouter un point ou pas? Ok, donc je propose de les travailler. Donc justement, l'interprétation, la première, donc
Donc là, il y a deux interprétations assez différentes l'une de l'autre, pas incompatibles avec les textes, hein, elles collent toutes les deux aux sources. Donc le premier, celle de je suis plus partisan, c'est on va rester vraiment peu à distance, venir frapper avec cette zone là sur le plat, et puis en fonction, s'il reste collé, faire une estoc, sinon revenir à la tête. Mais donc on est vraiment sur une action de on est assez à distance, et le mec ne prend pas forcément comme un bourrin, il a fait son pas de côté, enfin on est vraiment dans un jeu plus subtil que simplement le coup de base, où là on voulait vraiment sniper les mains parce qu'on le pouvait. Et la deuxième... main à hauteur de poitrine. Bah oui, comme le premier, enfin je veux dire... mais c'est une des choses sur lesquelles... Et la deuxième interprétation, c'est Gaëtan qui va la faire. Donc vraiment les mains beaucoup plus hautes. Bah, je te laisse le décrire. Vraiment sur lui. Voilà, j'ai vraiment fait une action d'avancer sur lui, parce qu'en fait je viens frapper vraiment fort, c'est-à-dire que ça implique d'être vraiment rentré sur lui. En fait, ma force, elle vient pas de mes épaules, c'est-à-dire c'est pas ma hanche qui se soulève et qui rabaisse, ça c'est autre chose. C'est vraiment je lève et je tords, c'est dans mon action de tordre en fait, que je peux après derrière envoyer. Donc c'est vraiment une vitesse de rotation de ta... C'est ça. En fait c'est ça, c'est hauteur devant le visage, bang, bang. Pour pas que ça fasse mal au poignet, il faut mettre des déplacements de jambes. En général, ça me fait moins mal. En fait, c'est une sorte de barrière en l'air. Donc, je vous propose d'essayer ça. Et la lame, elle revient jamais sur ta jambe d'appui? Non, jamais. Non. J'ai toujours le risque. De même que sur ma version, de même que sur ma version un peu plus à distance ici, tu as toujours le risque. Si le mec il refait un pas derrière, tu t'enfonces, tu as mal battu. Non, mais que tu t'en parles pas la jambe. Il parle de ton épée dans ta propre jambe. Il faut vraiment être... En fait, si, mais c'est important parce que si je fais ça, j'ai une chance de me la mettre. Ah oui, donc d'où le pas... C'est toujours jambe droite, genre, vraiment qu'il y ait une... rabattre la jambe. Par contre, tous les textes le disent, c'était le premier, c'est bon bien à l'extérieur avec la jambe extérieure. Ça, ok, donc on a ces deux interprétations, on va les travailler un peu et puis essayer d'anticiper sur le prochain coup, si vous avez les manuscrits. Faire une réinterprétation, version meilleure, etc. à courte distance. Le coup suivant, c'est le coup tordu raccourci. On a vu pendant plus d'une demi-heure au stage. Je vous rappelle juste un peu les différentes interprétations auxquelles on était arrivé. Je fais très sommairement, je ne vais pas rentrer dans le détail. C'est grosso modo, il y en avait une, c'était plus Yann Bozin qui était partisan de ça, c'est tu démarres très loin, tu vas jeter, tu vas passer dessous et tu vas finir un peu en estoc en passant de l'autre côté. Je vous donne ce qu'il avait donné, hein. On n'est pas forcément, ça a fait débat et tout. Tu passes ici et après c'est le coup, donc tu fais un coup tordu, tu passes dessous et après tu fais un coup travers. Donc il y avait la possibilité soit de le faire de ce côté-là, plus transversal ici, soit on avait vu, il y avait aussi la possibilité de venir justement à la Olivier Gourbon. Donc vraiment lui, plus un travail, on reconnaissait là le travail sur la pointe de pied où il était vraiment 1, 2 ici. Voilà, et il y avait aussi, il y en avait d'autres, c'était aussi, c'est ça, essayer de garder à chaque fois ce fameux contact à l'épée. Alors pas forcément, tu vas passer de l'autre côté de la lame, on pouvait rester ici, en gardant ici, tu vois, ce lien ici pour pas que l'adversaire... C'est un peu pire, voilà, donc on avait vu qu'il y avait quand même 4 ou 5 interprétations qui n'étaient pas incompatibles avec le texte. Donc on ne va pas forcément revenir là-dessus, sauf si Gaëtan moi j'en ai une à proposer. Un autre truc, justement à courte distance. Nous on avait vraiment travaillé à un peu plus longue distance, donc c'était ce qui était ressorti. Les 4 étaient tout en accord avec le texte, sans vraiment... Moi je le vois vraiment en mode offensif, c'est moi qui attaque, c'est moi qui vais attaquer Yves. Et Meilleur explique parfaitement comment faire un coup tordu raccourci, donc c'est pas difficile quoi. Non, peu importe, il peut être en buff, ça marche, il peut être en garde. Là, il précise quand même, nous, c'est contre un buff, et c'est pour briser un buff. Mais mettons, même s'il est comme ça, même s'il est juste comme ça, en fait, ça marche pareil, on va faire les deux. Je vais tenir ici. En fait, pour moi, je vais le pourrir avec un... En fait, j'attaque ici, et paf, voilà, il faut qu'il bouge ses mains. Et une fois qu'il a bougé les mimines, pouf, boum, et paf. Et en fait, ça correspond, le Dorsch Vexen, il est décrit comme ça chez Meilleur. En fait, je frappe, et je fais ça... En fait, il fait pas ça. Il fait ça. Et pour être couvert de l'autre côté en fait. Ça marche vraiment bien avec ce truc-là. Donc en fait c'est moi qui vais le chercher. Boum. Tu vois. Il faut quand même qu'il y ait une action de ma part de pouvoir ça là. Il faut que lui il ait peur. Que moi je l'agresse, il faut qu'il bouge. Alors si t'es en meuf, c'est le même business en fait. Il faut vraiment que j'aille. En fait je fais vraiment un truc traditionnel et raccourcir l'autre côté.
Oui, je te dis, il y avait C'est ce qu'on propose, c'est-à-dire de venir faire croire qu'on projette et qu'on va tailler vraiment, et que la personne vient en protection, crée une ouverture de l'autre côté, tu raccourcis pour rentrer en Dodge-Welson. Donc effectivement, par contre, nous, c'est pas protégé. Nous, par contre, on n'avait pas son... Il est intéressant ton Dodge-Welson. En fait, ici de l'autre côté, tu peux faire pareil. Alors, tu viens faire une taille ici. Enfin, là, je vais faire en fait directement parce que c'est pour toi du ici. Tac. C'est pareil, c'est le même business. C'est-à-dire qu'en fait, tu es sur la même diagonale, comme la diagonale que tu prends là. Tu la prends ici, en fait, tu vas la croiser. Ça, c'est un Dodge Welson. Après, si c'est un coup tordu raccourci, c'est directement coup tordu qui va gentiment raccourcir. Donc, ça vraiment, c'est un truc qui va lui faire peur aux mimines. Donc, c'est pas du tout un truc raccourci pour le coup. Enfin, je fais pas ça du tout comme ça, je le fais comme la première version, à savoir tâter les mimines et une fois qu'il va converger vers ma lame, dégager par-dessous et tout mourir. De toute façon, on était tous d'accord, raccourci, c'était pas ça. Ouais. Fallait surtout pas. On était d'accord là-dessus que les bras, non, tu faisais pas un pas en arrière. C'est vraiment une vertu du tordu, c'est de pouvoir, tu sais, avec les jeux de poignet finalement, limiter les distances. Mais là, en fait, il est raccourci ton coup là, au dernier. Parce que dans une des pièces de Shilhao, il décrit les coups raccourcis d'une manière générale. Et il explique effectivement que c'est un coup dans lequel les bras ne sont pas tendus, tout simplement. Donc à partir du moment où tu viens dans cette position-là, tu es en raccourci. Donc là, tu raccourcis. Et tu auras. Mais c'est intéressant parce que moi aussi, les Dodge-Welson avant de bien meilleur, je pensais vraiment que c'était des trucs. Et en fait, lui, il est vraiment. C'est intéressant parce que tu as vraiment des couvertures intéressantes derrière. Tu as vraiment une protection que tu n'as pas quand tu fais juste ça. Là, tu dois espérer qu'ils ne reviennent pas te. Les Kushner, c'est ça. C'est juste l'effet que et ici. Donc c'est bien ça, donc c'est bien ce concept de pointe qui tombe, pointe qui avance. Oui. Mais c'est le concept de passer la pointe par-dessous. Ça ne dit pas si tu dois avoir les guillons en dessous ou au-dessus. Bah, donc tu pourrais faire comme ça chez Kushner. Non, les Kushner, comme tu as un Messer, ça c'est quand même assez. C'est bien comme c'est bien la main. Mais à l'épée longue sur un coup tordu raccourci, rien ne t'empêche, tu vois, d'avoir ce petit. Rien n'empêche, mais on a de la chance que plus tard, il y a un auteur qui le décrit exactement. Ça ouvre des pistes. Voilà. Mais bon, c'est pas des grosses différences. Mais... Et toi, tu le vois comment? C'est quoi ta version officielle de montrer les 5? Comment tu le vois toi? Comment tu le pratiques quoi? Non. On n'y croyait plus. Je pense, non, j'ai pas d'a priori. Je pense que ça dépend vraiment comment est placé l'adversaire. Non, mais. Tous beaux. Quelqu'un d'autre a une autre opinion? Parce que... Non, mais regarde, je m'explique. Celle d'Olivier est très belle, mais tu as intérêt à ce que ton adversaire est vachement écarté. Voilà, là, tu as pris le truc, là, tu as intérêt. Celle de Yann, c'est l'autre, tu vois, qui est un peu stressé du machin, qui n'est pas en bœuf, qui fait un peu gna-gna. Tu as intérêt pour faire à venir là, et là, bam, je t'ai plus une estoc. C'est pour ça que je pense pas qu'il y en ait eu de mieux. Ce qui est marrant, c'est que ce coup-là, il dit qu'il tourne du raccourci et chez Meyer, ça s'appelle le court Sao. Directement, c'est devenu une pièce. Court Sao, voilà. C'est direct. Donc en fait, ça c'est. Enfin, moi, je pense que c'est autonomisé le truc. Avant, c'était attaché au coup tordu, puis ils ont fini par dire putain, mais c'est vachement spécifique comme pièce. Ouf, on va appeler ça le court Sao. Mais bon, s'il fallait. Intervention d'Adrien. Ce que tu appelles court Sao est déjà dans la clause de Lichtenauer. Il y a déjà le terme qui apparaît. Oui, absolument. Donc le lien est parfait. Je fais mon relou qui dit texte en même temps qu'elle. Non, mais. C'est bien. Quand vous introduisez au début justement ce coup tordu raccourci, vous devez faire semblant de vouloir lier l'épée avec le coup. Du coup, ce que ça peut vouloir dire, c'est que l'autre il va peut-être tenter le Dodge Welson, pardon. Le méchant tente le Dodge Welson. Ouais, le méchant. C'est pas évoqué, mais du coup, vous ne devez pas attaquer les mains, a priori. Ils sont unanimes, tous les cas. Vous attaquez l'épée. Et ça part du bœuf, par contre, fait comme si tu allais lier à son épée avec le couteau. Regarde, ça part du bœuf. Lorsqu'il veut te frapper dedans de son épaule droite en haut. Ah, c'est ça, donc le méchant il te fait un overhaul. Alors fais comme si tu allais lier à son épaule. Il y a les deux. Ok. C'est pour ça que moi, tu peux revenir. Vous laissez les deux. Mais ce qu'il y a, c'est que vous devez faire semblant de lier. Tu l'as présenté beaucoup en attaquant vraiment aux mains et en disant il va avoir peur pour ses mains. Ouais, bah je suis d'accord, parce qu'en fait, alors ça c'est l'épée en fait. J'étais pas d'accord avec Yann, parce que Yann défendait le texte en disant bah non, c'est. Et moi je crois, voilà, mon interprétation, parce que j'ai l'impression que si je lis l'épée, ça fait ça. Je peux me faire un peu en haut. Ça va donner ça, et là, le tour du raccourci, c'est fini. Là, je peux plus passer c'est comme si tu allais lier. Ouais, mais en fait, moi je crois beaucoup. Pour le faire sortir de ses gonds, bah, moi j'ai une seule solution, c'est faire. Et là, lui, il va lier mon épée, tu vois. Parce que lui, il a peur pour ses mains, et c'est comme ça que quand j'arrive à le faire lier. Voilà, là, tu vas le faire. Donc, par rapport au finish de ton Dodge Welson, il dit bien
traverse avec la pointe sous son épée, tourne ta garde à son côté droit, au-dessus de ton chef et estope-le au visage. Donc il y a bien la notion de pivot de la garde dans ton jeu de scène. Et juste pour revenir dessus, là, j'ai retourné. Moi, je suis plus. Parce que l'opportunité est aussi écrite quand le mec te balance en dehors. Oui, c'est ce que tu peux attaquer. Le seul moyen, c'est de faire ça. Oh. Là, ça marche. Vraiment, c'est-à-dire que le mec il corrige pendant son mouvement. Corrige pendant la frappe. Ce qui manque, c'est vraiment tourner à la fin. Ça, ils sont tous les quatre d'accord. Oui. Non, et c'est là où il y avait justement. Enfin, je pense que c'est pas. Ce qui est vraiment essentiel, c'est plus cette notion de s'il ne réagit pas, forcer à réagir, passer dessous. Mais le problème, c'est dans le Messer, là, c'est comment le sixième coup de maître. C'est quoi déjà le nom? C'est le Vinker. Vinker. Est-ce que c'est pas la même logique, le Vinker? C'est ça. Sauf qu'au lieu que tu fais ça, tu viens en montant ton dos. Tu viens en faux comme ça, ouais. Et ça ressemble aussi à ça. Ça, c'est ce que propose Olivier. Comme ça, tu le vois. Il le voit comme ça, tu as réagi, et là, tu viens. Donc c'est un Vinker. Olivier le voit comme ça. C'est pas le cours. Mais c'est pas une pointe. C'est une taille. Ouais. Ouais, tu me changes. C'est pas ton jeu, il écrit bien dans le jeu de scène quand même. Ouais, non mais c'est intéressant. Linker, ça ressemble pas mal aussi, je trouve. Mais bon, ce qui est bien, c'est que meilleur, il a fait ça contre Sao, il fait ça comme ça. Donc là, au moins, c'est sûr, tu vois. Genre, la différence là, c'est qu'il n'y a pas que ça, il y a derrière une rotation. Bah, il y a le fait de passer sous la lame et de pivoter les clients. Donc en fait, ça a vachement d'interprétation aussi. Ouais. Il faut les tester en stage. Et moi, je pense une qui m'était pas mal, c'est souvent que je sais quoi, peu importe. Là, j'étais un peu, mais tu m'as vu partir. Et là, tu sais, tu fais là où tu viens tourner. Mais oui, mais c'est pas ça. Il a fait une double réaction. C'est ici, souvent, tu sais, surtout quand t'es un peu. On va chercher un peu les choses, t'as pas envie de. T'es pas. Voilà. Tu vas le titiller un peu, mais il va peut-être avoir sa pointe qui est un peu encore menaçante, tu vas passer dessous. Voilà, c'est le moment où il s'écarte que là, tu. Donc t'as vraiment fait le coup tordu raccourci, t'as fait le coup de l'essai, et là, t'as bien tourné et tout, mais c'est clair que pour moi, s'il reste ici. Tu t'exposes quand même. Attention, tu es resté dans la ligne. Je pense qu'il faut que tu sors de la ligne aussi. Ça dépend où est sa pointe, ça dépend où il est, ça dépend. Après, si tu veux, les 4 auteurs, c'est le même texte et ils disent juste grosso modo, Stéphanie, que si jamais tu fais un coup tordu, eh ben, t'es quand même vachement découvert ici, donc lâche rien, garde le machin et après tu joues avec lui et il appelle ça le conflit. Enfin, Sous-entendu, débrouille-toi. Voilà, si tu veux, c'est pas une technique, c'est un conseil général, c'est dit attention quand tu fais ça, bon, t'as quand même une méga ouverture, donc voilà, fais pas n'importe quoi, essaie de jouer, c'est un peu dans ce truc. Par contre, après, il y a Ringek qui propose explicitement un 2, et on va faire déjà le premier. Alors lorsque tu lui frappes, alors là du coup il parle au méchant en fait. Comprends ça? Lorsque tu lui frappes dessus de ton côté droit, s'il te donne lui aussi un coup tordu de son côté droit, avec les bras croisés sur ton épée, voilà, mettant ainsi ton coup en désordre, là tu te sens en désordre, voilà. Alors reste fermement avec ton épée à la sienne et projette-lui la pointe sous l'épée au loin, dedans la poitrine. Du coup, il te parle même pas de rotation, ça c'est la... Ah non, juste pardon. Donc je pense que c'est tout ça, c'est juste ça. Ça paraît logique que sa pointe n'est pas une menace, à partir du moment où sa pointe n'est pas une menace. Voilà. Et donc tu gardes l'épée à la sienne en étant bien raide, je pense, parce qu'elle appuie, du coup tu restes bien raide et tu projettes. Mais c'est d'ailleurs aussi le pendant du conseil qui te dit avant, et si tu as fait un coup tordu, fais gaffe, t'es vachement exposé, lâche rien, il dit comment t'avoir, il parle des choses. Par contre, alors tourne contre ton côté droit et pose bien tes bras au-dessus de ton chef, puis place-lui la pointe en haut à la poitrine. Ah, donc là, on a vraiment, il vient là de c'est ça, ouais. Si on c'est pour la première fois où là, il vient vraiment lever les bras et alors, moi je continue de penser que c'est ce combo-là qui va être appliqué. Donc il m'attaque à la tête. En gros, quand je suis là,
Ouais, par contre, il faut qu'il reste dur, sinon il a le retour dans la tête direct. Donc là, s'il reste dur, voilà, moi je vais hésiter à y aller direct parce qu'il peut me rattraper à la volée. Donc on est d'accord, là je vais annuler mon détachement. Donc en restant dur, il va déjà annuler ma réaction de pam pam. C'est son premier truc, parce que si ça décolle, voilà. Si inversement ça décolle, je suis mal. Et là pour moi, là, la fenêtre qui est ouverte à mon visage, là c'est une fenêtre que il peut saisir tout de suite. Là il y a un V vers mon visage, boum, il peut la rentrer directement dans ma tête. Donc là, si la fenêtre est ouverte, alors moi, personnellement, j'aurais fait une rotation ici. Comme il a fait là, pam, vraiment dans l'ouverture, direct il m'a snipé à la volée. Malheureusement, dans les Kushner au Messer, il ne la fait pas dans ce sens-là, il fait ça. Il fait ça et il saisit, il y a une rotation à droite, le gars ici. Mais cette posture-là, très haute, petite ouverture, fenêtre de la tête, boum, il arrive à saisir ça. Et c'est vraiment fin. C'est très fin et ça veut dire que votre partenaire en face, il doit être capable de faire des groupes très hauts. Donc autant vous dire qu'en assaut, actuellement, nos AMHE, c'est pas prêt de sortir cette pièce. Et par contre, le contre qu'il y a, c'est que moi, là, je vais faire un crump, entre guillemets, bon, c'est-à-dire avec les mains très hautes, mais ce qui se passe souvent, c'est que quand je suis en galère, je vais commencer à faire ça. C'est-à-dire que là, je vais commencer à fermer la ligne. Et là, ok, il peut y avoir un genou, un truc, mais ça ne me paraît pas efficace. Donc, on va faire l'inverse. Donc, je le frappe. Là, je maintiens. S'il y a une ouverture, boum, directement, j'ai le visage, la rotation dans le petit angle, là où il y a le moins de possibilité de m'écarter. Inversement, s'il va vers le sol, s'il écrase, comme en barrière. Voilà. Là, juste détachement. Je reviens sur le dessus. Et en fait, avec la même posture de bras, moi, en faisant juste ça, j'ai stock, si c'est raté, boum, je tombe, boum, je reviens au-dessus. Et je trouvais que ça marchait bien. Donc là, la feinte, ou alors s'il m'a trop écrasé, boum, juste détacher et revenir sur les cibles hautes. Voilà. Alors, j'avais trouvé des concordances qui me plaisaient bien avec le texte, inversement avec les Kushner, je dis ça colle pas. Donc ça, mais c'est vrai, donc je sais pas s'il y a des différences. Mais bon, ça discute. Je sais que, comme je vous le dis, c'est vraiment un. Je vais peut-être un peu critique, et c'est peut-être un peu exagéré. Je trouve quand même que c'est peut-être pour le contexte de la passée, je trouve que tu es quand même plus loin et tu l'as fait beaucoup plus à distance, ton chrome. Du coup, c'est vrai que ça rentre bien. Je pense que si tu faisais ton chrome tel que tu l'avais fait en introduction, je suis pas sûr que Yves puisse placer. Tu peux le faire. Je vais faire vraiment le même chrome. Je reviens faire ce qu'on vient faire, mais vas-y, on y est doucement. Vas-y, maintenant résiste. Là, je suis toujours à la même distance, c'est là que je travaille, et là, la pointe, elle est vraiment passable pour lui. Vas-y, tu peux envoyer la pointe. La fenêtre, elle existe vraiment, tu vois. Pourtant, je fais le chrome comme je le ferais traditionnellement. C'était fort, tu peux juste descendre. Ouais. Alors après, moi, je pense que c'est pas une suite. Enfin, d'ailleurs, je crois que chez Ringek, c'est comme c'est deux pièces différentes, alors dans un autre, c'est une suite. Chez Speyer, je crois que c'est une suite. C'est s'il fait ça, ça, et ça descend, il fait la suite. Tu peux confirmer, s'il te plaît? Chez Ringek, ça a l'air d'être deux comptes différents, et chez un autre, ça a l'air d'être suivre. Chez Ringek, c'est deux trucs différents. Tu peux nous lâcher Speyer, nous donner absolument. Une rondure contre le cou tordu, donc Speyer. Alors que tu lui projettes la pointe sous son épée à la poitrine. Du coup, là, on est déjà dans le. S'il presse ton épée dessous vers la terre avec le coup tordu, alors tourne contre son côté droit. Là, c'est contre du coup Speyer, c'est son côté droit. Et hausse bien tes bras au-dessus de ton chef, place-lui la pointe en haut à la poitrine. Et moi, je le vois comme ça, c'est un détachement. C'est-à-dire que je passe plus par-dessus, c'est fini. Genre, je repasse par-dessus. Là, je le fais à droite, à ma droite, donc ça doit pas être bon par rapport à lui. C'est pour ça que ça correspond peut-être à des Kushner. Vraiment, l'interprétation des fois. Je suis là, je prends la première, si ça descend, j'ai raté la première stock. Boum, ça ressemblerait à ça là, le contre. Hein, je détache, si ça descend trop bas, boum, je remonte sur l'étage supérieur. Je le vois pas comme un. Je garde le fer et je remonte en gardant ce fait. Généralement, il n'oublie pas quand il y a une action. Il l'aurait dit, je pense. Un Dorje Vexel, généralement, il le dit. Non, je suis pas d'accord. Par exemple, un exemple, c'est ça. Cette pièce, tu es dans le centre, tu pousses tes stocks, tu peux monter un peu les mains. Je fais ma rotation là, tu peux encore monter les mains. Quand il fait ça, là, il n'y a aucun Dorje Vexel qui est décrit. Et pourtant, c'en est un. Enfin, si on voulait commencer à. Et donc là, pour moi, c'est le même genre d'action. Genre, il n'a pas dit Dorje Vexel, mais comme dans d'autres cas, il ne le dit pas, tu vois. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais j'ai plus le texte en tête. Donc, toujours pas. Non, mais je te crois sur parole. Si c'est pas dit, bah. C'est vrai, c'est interprétation libre parce que ce qui est écrit est dit, ce qui n'est pas dit. Bah, typiquement sur cette pièce par exemple, là, que je vous montrais sur l'autre sound, c'est ça. Là, je suis là, il monte, il dit, et maintenant tu viens les stocker entre ses bras, sa poitrine. J'ai interprété, mais est-ce que je suis loin de ce qui est, tu vois? Et là, j'ai vraiment l'impression que c'est. Tu peux relire Monsieur Speyer, s'il te plaît? Sur lequel? Ouais. Alors que tu lui projettes la pointe de son épée à sa poitrine. Du coup, là, c'était même pas encore les. Non, c'est juste, t'as fait le machin, t'es en position, t'as les bras basses.
Ce sont des nœuds à la poitrine, cela du coup c'est après au bras. Après un over, t'as fait un over, voilà, il vient de te faire un... Voilà. Si tu presses ton épée dessous vers la terre avec le coup tordu, alors tourne contre son côté droit et hausse bien tes bras au-dessus de ton chef, place la pointe en haut à la poitrine. Tu peux lire le mot tourne en allemand? Le tourne. C'est vide ou pas? Oui, c'est vide, c'est vide. C'est vide. C'est chaud. Mais en fait, ton côté ça droit, pas de distance. là t'es parti. Si tu pars sur le de... Moi je pense que ça me paraît plus efficace à droite, mais les Kushner semblent dire que c'est à gauche, et puis bah, lui il semble dire que c'est clairement à gauche, donc je le fais à gauche quoi. Il faut aussi te coller, mais c'est vrai que ça me plaît moins. Mais voilà. Mais chez les Kushner, je veux juste insister là-dessus, parce que c'est moi ce qui m'a fait tilt, c'est que quand il fait son contre, là il est là, le méchant il est vraiment haut, et le contre il est vraiment là. Parce que les gars ils sont coincés au fur et à là. Et nous, dans nos comptes, on est toujours poitrine ou ventre. Je pense que est trop bas pour ces contres-là. Désolé, j'ai pas plus clair. Non, mais est-ce que justement ce débat, c'est la première, c'est tu pousses, tu continues ton estoc et tu l'as au vent. Là, je pense que là, du coup, tu pars pour la première avec ton coup de bras. Parce que t'as la pointe qui va vers le sol. Lui, vas-y. La première, c'est juste, tu t'es dessous. C'est juste ça, la première, c'est juste résiste. Je suis pas mort. Et là, il dit de frapper où? La poitrine ou le ventre? La poitrine. Ouais, pourquoi pas. Et là, s'il a. Ouais, alors moi j'aurais fait une rotation directe, j'aurais pas laissé passer un truc comme ça, mais bon, ok. Donc là, s'il appuie plus, tu peux descendre à la terre, ça peut donner ça. Tu vois? Sur l'idée d'une fenêtre. Si tu me fais le clone, c'est ça, et l'idée, c'est que tu vas monter et tu vas pousser son. Pardon. Donc ça donne quoi dans l'ordre quand tu fais les deux? Donc le premier. Le premier, c'est juste là, voilà, tu vas. Ok, et maintenant il dit pousse vers la terre. Maintenant, s'il est plus. Ah, je vais pas pouvoir, en effet. S'il pousse vers la terre, voilà, s'il pousse vers la terre, ça doit amener sur le truc. Je vois pas au-dessus, ça descend. Ok. Après, si tu fais un groupe. C'est lui qui fait le à la règle, mais si tu fais un groupe à la règle du coup sur l'épée avec plutôt la pointe, là du coup quand tu vas élever ton épée, tu ramasses son faible, c'est ça. Ouais, c'est ce que j'avais fait sur la première. C'est s'il vient me choper ici. Bah, là oui. Tu vois, c'est du coup. Mais en fait, tu peux leur faire en deux temps, c'est vraiment la poitrine, il recasse aussi, c'est ça, c'est juste là vers la terre. Il lâche la poitrine, et là maintenant il rabat vers la terre. Et après, je pense. Ça va taper ton contre, c'est pas trop. Mais là, tu vois comme, là, toi, tu vois comme une suite l'un de l'autre. En fait. Je suis pas sûr ce qu'il écrit, alors que les autres, ils disent c'est différent. différent. C'est deux trucs différents. Donc, c'est vrai que moi, je serais tenté tout de suite monter ici s'il est faible, parce que, enfin, je veux dire. On arrive à la même conclusion là. T'as vu ou pas? Tu arrives dans le petit triangle et tu les stocks ici de l'autre. Là, je peux plus. Là, c'est bon, là, je détache. Donc là, soit je passe en effet. Ouais, c'est jouable peut-être. Soit je suis obligé en effet de détacher. C'est ce qui me paraît cohérent. Tu as complètement raison, mais s'il est faible, tu as intérêt justement à pousser, à venir saisir et puis lui venir monter ici. Je suis d'accord. S'il est fort, avec une chance, tu détaches. J'ai fait le même geste, sauf que dans un cas, je suis resté lié, et dans l'autre, j'ai détaché. Contre, comme le texte ne dit pas. Tu fais ta rotation à droite par contre. Ah oui, enfin non. Oui, à droite, parce que dans le premier manuscrit, il est à droite. Dans les qui dit pas les choses que je peux dire? Ouais, je pense qu'ils sont pas d'accord. Ils sont pas d'accord. Non, les rotations, il y en a un qui précise bien. Tu vas vraiment finir à droite. Tu vois, ouais, ok. Alors dans l'autre, il dit que c'est. Non, mais je vais dire que c'est passé les parties. Et l'autre, c'est à gauche. Alors qui a raison, qui a tort? Non, les deux, ça se trouve, les deux fonctionnent. Les deux versions de droite. Ah, ils se copient quand même beaucoup. Et souvent, c'est parce qu'il y en a un qui a mal copié et qui a mis ton au lieu de son, ou de droite au lieu de gauche. Qui en a pris de la faute sur les deux? C'est à nous de voir. Bon, on essaye ça alors du coup. C'est plus ésotérique là, il faut essayer. Tiquez par vous-même.